la première table ronde était super intéressante et moi, ça fait 15 ans que je travaille pour la transition des ICC et pendant très 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 longtemps, en fait, j'étais en dépression permanente parce que personne ne voulait entendre parler d'environnement. Et là, en fait, ce que je vois avec la réunion précédente, c'est que en fait, l'éco-responsabilité, l'environnement, ça irrigue en fait toutes les discussions maintenant. Et donc, en fait, comme la sensibilisation précède l'action, bah, c'est très encourageant pour le futur. Donc, ça, c'est chouette. Alors, aujourd'hui, en fait, la table ronde, maintenant, la table ronde qu'on va vous présenter, en fait, elle va répondre à la problématique suivante, qui est comment pouvons-nous concilier l'activité des ICC avec la transition énergétique et écologique? En effet, aujourd'hui, ben, les ICC, en particulier l'audiovisuel, les jeux vidéo et la XR, elles sont un peu à la croisée des chemins parce que, comme disait Christian dans la table ronde précédente, en fait, d'un côté, il y a des perspectives de croissance à moyen terme, d'activité, et d'autre part, il y a la nécessité, en fait, de réduire fortement ces impacts environnementaux et climatiques. Alors, je vais vous dire combien il faut faire. Il faut faire moins 5% par an d'ici 2030, et d'ici 2050, il faut faire moins 95%. Donc, ok, très bien. Alors, notre industrie, notre secteur, il a d'autres difficultés. C'est qu'en fait, on est un marché d'offres. On n'est pas un marché de demande, on est un marché d'offres, en fait, où il y a une surproduction chronique. Donc, ça rajoute de la difficulté parce que notre secteur, en fait, il va être plus vulnérable que d'autres secteurs comme l'agriculture, je sais pas, la défense, les assurances, par exemple, face au potentiel arbitrage réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le futur, on peut tout à fait imaginer que chaque projet va être examiné par rapport à ses impacts environnementaux versus son utilité. Et c'est déjà actuellement le cas avec les appels d'offres France 2030 où en fait chaque projet est examiné à l'aune de son impact environnemental. Donc tout n'est pas perdu, comme je l'ai dit en préambule. Il y a une transition, une approche plus soutenable en fait de nos industries qui est possible grâce à un certain nombre de leviers. Donc c'est des leviers réglementaires, technologiques, organisationnels et pédagogiques. Donc pour parler de ces leviers aujourd'hui, en fait, on a quatre intervenants qui vont nous donner des pistes de réflexion pour faire évoluer nos métiers. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc Éric Serre, voilà, qui en fait qui a fondé la Scope d'animation l'effet spécial à Montpellier pour conjuguer art, sciences de la nature et animation. Il est directeur artistique du studio depuis 2019 et il a travaillé notamment pour Michel Oslo sur les longs métrages Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar et Les Contes de la nuit. Donc, toujours soucieux de s'ouvrir à de nouveaux médias, il a notamment participé à la fabrication du film documentaire Il était une forêt de Luc Jacquet. Également sur le canapé, il y a Eduardo Vietes, donc qui nous vient de Cadix en Andalousie, voilà, qui est notre invité international aujourd'hui. Donc c'est un réalisateur espagnol qui travaille principalement dans le domaine de la publicité avec énormément de succès puisque son travail a été récompensé par plus de 100 prix internationaux. Alors lui, il a eu une prise de conscience parce qu'il a été témoin en fait de la quantité sidérante de ressources qui sont utilisées par les tournages et face à cette prise de conscience, il a fondé CREAST, qui est Creative Sustainability, qui est une société qui tente d'apporter des solutions pour rendre le divertissement plus durable. Donc en 2021, sa société a lancé un outil à base d'IA. Donc l'IA a un fort impact environnemental, mais en même temps, elle peut peut-être être une solution capable de prédire, de réduire, de calculer, de compenser l'empreinte carbone. Donc il travaille pour de très nombreux clients, dont Disney, Amazon Prime ou Movistar. Voilà. Donc il y a également Élodie Raspail du CNC qui ne s'est pas encore connectée. Pierre, est-ce qu'elle est là, Élodie, ou pas encore? Non? Ok. Donc elle va peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Donc Élodie Raspail, en fait, qui est en charge du plan action du CNC et
qui comporte notamment une partie d'éco-conditionnalité pour pouvoir bénéficier du soutien en fait du CNC. Alors, on a également Johan, que j'allais oublier. Non, on ne peut pas oublier Johan, c'est pas possible. Donc c'est un ancien producteur délégué et directeur général d'école. Donc, il est conseiller en stratégie et responsable éducation chez Epic Games. Ses thèmes de prédilection sont le temps réel, la production virtuelle, l'IA et la pédagogie. Et il est également consul honoraire de la République de Finlande. Voilà, c'est toujours ce qu'on raconte sur lui parce que ça nous étonne tous. Voilà. Donc on va commencer. Alors la première question s'adressait à Élodie, mais Élodie, nous entends-tu? Élodie, es-tu là? Je vous entends. Elle nous entend, super, super. Bonjour Élodie. Je suis là. Waouh, super. Je crois que vous ne me voyez pas. Ah, c'est dommage, parce que tu es très jolie. Voilà, parfait. Bonjour Élodie, voilà. Bonjour. C'est à Montpellier, c'est sympa, c'est cool. Alors, donc Élodie, première question, c'est quel est le plan du CNC pour favoriser la transition de l'audiovisuel? Alors au CNC, on a mis en place ce qu'il s'appelle le plan action. C'est pour faire un peu plus court que son nom complet, qui est la politique publique de transition environnementale des secteurs du cinéma, l'audiovisuel, l'industrie technique et autres arts de l'image animée. Donc c'est une politique d'accompagnement des professionnels pour leur transition environnementale qui est soutenue qui est portée par le président du CNC depuis juin 2021 et qui a pour but donc de sensibiliser tous les professionnels, donc tous les secteurs que le CNC touche sur les questions d'impact environnemental, comment le réduire. Mais aussi de pouvoir anticiper les effets du réchauffement climatique et les conséquences de la crise énergétique que l'on touche déjà aujourd'hui. Faire en sorte que nos territoires restent terre d'accueil des tournages et faire de la filière donc une filière exemplaire pour les autres secteurs qui sont plus importants quand même, mais que nous sommes nous avons un fort pouvoir d'impact via l'image que nous véhiculons. Donc en fait, nous agissons depuis 2021, les annonces du président, comme je vous le disais, et nous avons trois axes d'action principalement. Quand nous avons annoncé la politique de transition, nous avons fait un état des lieux en amont, bien entendu, pour pouvoir le définir. Et il a été constaté donc un gros manque de données pour pouvoir mettre en place des objectifs chiffrés et savoir comment on allait avancer dans cette politique d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle on a créé au CNC, à la direction des études, un observatoire de la transition écologique afin de pouvoir collecter les données sur le sujet et surtout en générer. Donc, c'est-à-dire que cette direction des études, sa mission principale aujourd'hui, c'est de pouvoir lancer des études. Donc, ça fait 2 ans qu'on a déjà mis en place des études auprès des professionnels. Prioritairement, on a fait les salles de cinéma sur un audit énergétique, car c'est les seuls aujourd'hui, enfin le secteur tertiaire a des obligations réglementaires sur l'amélioration des performances énergétiques. Donc on a accompagné le secteur en commençant par un audit, donc un état des lieux pour les salles de cinéma. Et on a poursuivi cette année avec les studios de tournage. Donc l'étude a été publiée d'ailleurs suite à la présentation au SATIS le mois dernier. Et nous sommes en train de lancer une étude pour les studios animation, VFX et post-production. Donc ça, ce sera l'étude de l'année prochaine. Donc en fait, on essaie de mener une étude par an, ce qui est déjà assez important, pour pouvoir vraiment suivre l'impact environnemental du secteur et sensibiliser les professionnels et notamment leur donner des clés d'action. Parce que les ingénieurs qui travaillent sur ces études-là ont pour mission aussi de délivrer des plans d'action avec des propositions de mise en place. Ça, c'est pour la partie données. Et donc, quand on a fait notre état des lieux, l'autre point sur lequel il était important d'agir, et tu l'as dit en introduction, Benoît, c'est la partie pédagogique, donc la formation. On a décidé d'œuvrer sur la partie formation initiale, donc c'est-à-dire auprès des étudiants, de pouvoir les sensibiliser au cours de leur cycle universitaire, car ce sont les professionnels de demain. Donc on a conçu un module avec un groupement qui est la base Sequoia et le bureau des acclimatations.
Et nous avons des animateurs qui sont répartis sur tout le territoire. Justement, EcoProd, Élémentaire et les Veilleurs sont les organismes qui ont été sélectionnés pour pouvoir délivrer ces formations. Sur la partie numérique, notamment, on touche des écoles comme Rubika, les Gobelins ou encore l'INSART. Toute école qui souhaite suivre le module, c'est un module de 3 heures qui est assez interactif, calqué sur les fresques qui existent, que vous devez un peu connaître, peuvent faire la demande. Et à partir du moment où ça rentre dans le champ que couvre le CNC, l'école peut avoir un animateur qui vient à disposition. Et ce sont des modules qui sont gratuits. La seule chose que l'école doit mettre à disposition, c'est une salle avec l'accueil des étudiants et de leurs enseignants, bien entendu. D'accord. Donc on voit. Ensuite... Ouais. Excuse-moi. Ah, pardon. Non, vas-y, continue. Non, je disais qu'en fait, le CNC s'empare vraiment du sujet en force depuis 2021, et que là, tu dis, en fait, toutes les écoles qui sont présentes dans la salle, elles peuvent bénéficier, en fait, de cet accompagnement à la sensibilisation qui est financé par le CNC. Voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez. Ouais. Bon, ben après ce premier tour assez impressionnant, en fait, sur ce que fait le CNC, notamment sur la partie création de données, nous allons continuer, en fait, sur le levier technologique. Alors, Johan, toi qui es un expert du temps réel et aussi consul de Finlande, est-ce une technologie qui peut permettre de réduire l'empreinte de l'animation ? Est-ce qu'il y a un lien entre le temps réel et la Finlande? Je ne sais pas. Mais peut-être, parce qu'en fait, la Finlande aussi, ils font des studios virtuels qui fonctionnent assez bien. Voilà. Ce qu'on observe là aujourd'hui, donc une grosse partie de mon activité avec Epic ces derniers temps, ça a été d'accompagner les studios d'animation dans l'utilisation des moteurs temps réel, avec une vision à l'origine un peu réductrice de beaucoup de studios qui se disent je vais remplacer mon moteur de rendu qui prenait des heures par un moteur de temps réel et ça va tout se faire instantanément. C'est un vœu pieux, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais c'est vrai que c'est le premier effet qu'on voit qui à l'origine était plutôt économique. Je pense qu'il y a peu de studios qui se sont dit je vais changer tout mon pipe pour faire des économies d'énergie, je vais d'abord faire en sorte que ça me coûte moins cher. Par contre, effectivement, quand on voit les résultats des premières séries là qui sortent, et un bon exemple, c'est avec La Cabane sur Moche Moche. Ils sont en pleine étude parce qu'ils vont vraiment jusqu'au bout pour comprendre calculer vraiment l'impact de l'utilisation d'un moteur de jeu vidéo comme Unreal. Mais dans les chiffres qu'ils avaient en milieu de série, alors je réexplique un tout petit peu Moche Moche. Moche Moche, c'est première saison. La Cabane fait les choix de faire une série déjà sous Blender. Donc ça c'était déjà un premier choix qui était un vrai challenge. Et deuxième saison, ils changent de pipeline entre deux saisons. Donc dans l'économie de la série, c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Et donc deuxième saison, ils décident de faire un pipeline hybride Blender Unreal. Et donc, mi-saison, ils en étaient, dans les évaluations, ils avaient fait une économie de 110 000 heures de calcul comparé à la première saison. Donc, le gros avantage de Moche Moche, c'est qu'ils ont des éléments de comparaison très précis entre les deux productions. Donc là, on n'a pas les projections, mais déjà 110 000 heures en milieu de production, c'est un impact en tout cas qui est significatif. Après, qui n'est pas neutre, parce qu'effectivement, on va déporter des calculs qui avant étaient sur du CPU, qui consomment moins que des GPU, donc il y a tout cet enjeu-là à pousser. Mais en tout cas, en termes de dynamique, ça c'est sûr qu'on a un levier qui est important. Et là, on vient de finir, il y a le premier long métrage qui est entièrement produit sous Unreal, qui vient d'être terminé chez 2 minutes. Terminé, livré, donc on devrait commencer à avoir les statistiques aussi. Et pour donner juste un ordre d'idée, la première fois où j'ai moi rencontré l'équipe de 2 minutes, la décision n'avait pas été prise, c'était il y a 2 ans exactement. Donc ils ont produit leur long métrage en 2 ans. D'accord. Donc on espère que le résultat final va être vraiment intéressant en termes d'atténuation. Et tu es également un spécialiste de la production virtuelle. Et donc, on entend beaucoup de choses, en fait, sur les bénéfices environnementaux de la production virtuelle. À ton avis, est-ce que ça va permettre de réduire l'empreinte, en fait, par rapport à un tournage classique ? Alors, en tout cas, ça fait
comme pour l'animation, ça fait partie des leviers qu'on peut utiliser. Et comme l'animation, l'utilisation de la production virtuelle, on va pas l'utiliser en premier comme étant une manière de réduire l'impact carbone. Alors, il y a, comme le CNC aussi l'a précisé, ça devient un enjeu qui commence à être pris en compte et dans les différents leviers. Là, ce qu'on voit avec un peu de recul sur la production virtuelle, et puis qui est plutôt bien placé, puisqu'on est dans à peu près tous les projets de production virtuelle, quand on interroge les studios sur pourquoi ils utilisent la production virtuelle, alors, on caricature un peu la production virtuelle, c'est remplacer les fonds verts par des murs de LED. Alors, c'est pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais si on prend juste cet exemple-là, en général, le premier choix, le retour d'expérience des studios, c'est une question d'abord de créativité. C'est que ça ouvre un champ de créativité jusque sur le plateau qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point qui vient juste après, c'est sur de la logistique. Donc c'est pas vraiment les coûts, c'est vraiment sur la logistique, comment ça va simplifier la planification et la gestion des tournages. Et effectivement, on peut avoir des tournages, plutôt que d'envoyer des équipes à l'autre bout du monde pour faire un tournage, ils peuvent le faire dans un studio qui est juste à côté. Donc là, c'est un effet qui est significatif. Alors, comme tout, il faut aussi évaluer. Une chose qui m'a vraiment marqué, c'est il y a un mois, j'étais à Rome au Select, donc un symposium qui réunit les différentes écoles de cinéma mondiales. Et on faisait une démo, ils ont un studio de production virtuelle dans l'école de cinéma de Rome, et on faisait une petite démo de production virtuelle, vraiment toute simple, et on a eu une petite délégation de gens de je ne sais pas où ils viennent, qui nous a expliqué en long et en large que les études montraient qu'en fait, pas du tout. Le fait d'utiliser la production virtuelle, ça coûte quand même beaucoup moins cher aujourd'hui d'envoyer des tournages pour faire des spots de publicité de voitures. Ça coûte quand même moins cher d'envoyer la voiture à l'autre bout du monde pour faire un tournage de 30 secondes. Donc on voit se mettre en place aussi comme des un contre-discours qui m'a beaucoup étonné. Donc ils étaient actionnaires de Total, peut-être? Alors je ne sais pas, mais on les avait jamais vus, et ils venaient avec ils étaient venus que pour voir notre présentation à nous. Ils n'allaient pas voir ailleurs. Donc c'était assez étonnant quand même. C'était Big Company, d'accord. Ok. Bon, donc là on voit que il y a le volet technologique, la façon dont on va l'utiliser, il peut avoir un bénéfice environnemental en fait d'atténuation. Mais il y a également la pratique professionnelle de l'animation en fait qui peut avoir qui peut s'orienter pour réduire les impacts. Alors, toi, Eric, en tant que DA, comment envisages-tu ta pratique professionnelle à l'heure de cette transition nécessaire? Alors effectivement, moi aussi, je fais partie des dinosaures, puisque j'ai vu l'arrivée des ordinateurs, c'est comme ça qu'on les appelait, dans les chaînes de fabrication. Et les choses ont aussi été évoquées par les personnes avant. C'est-à-dire le métier que j'ai appris n'existe plus, mais tant pis, je fais un autre métier, le même en même temps. Donc en fait l'évolution, moi j'appelle pas ça des transitions, mais c'est le fil continu de la vie, c'est normal. Il y a des moments où ça a l'air simple, des moments où ça a l'air plus compliqué, mais je dirais l'arrivée, je l'ai pas souhaité des ordinateurs, elle est arrivée parce que il y avait à mon avis des problèmes de productivité, des problèmes de quantité à résoudre. C'est pas des problèmes de qualité, à mon avis. Ça en est venu à la qualité, mais c'était peut-être d'autres critères qui étaient en jeu lorsque des machines ont remplacé la table de dessin. Il n'y a pas de nostalgie parce qu'on peut faire plus de choses avec une machine qu'une table de dessin peut-être. On va plus vite surtout et on produit plus. Ça, c'est une notion qui n'est pas artistique, elle est quantitative. Donc cette notion, je ne l'ai jamais oubliée depuis le début. À partir de là, j'ai quand même vu une débauche de matière inerte arriver plutôt que des équipes avec des êtres humains avec qui collaborer. Ça m'a posé une question, c'est-à-dire le facteur humain dans cette écologie de travail. Pour moi, il faut surtout pas l'oublier, c'est la première force, c'est des humains qui travaillent ensemble, qui ont des cerveaux qui réfléchissent et qui résolvent les problèmes. Alors, c'est pour ça que quand l'occasion a été donnée de créer une société, j'ai dit, voilà, on va créer des sociétés avec des humains, et qu'est-ce qu'on va faire pour employer des personnes et avoir une technologie efficiente pour continuer à pratiquer un métier que j'aime, que j'ai aimé depuis le début, en choisissant aussi ce que je faisais. C'est-à-dire que la conscientisation qu'on a évoquée, elle est très importante à mon sens. C'est mon point de vue, c'est pas le point de vue, bien sûr, qu'il faut tenir tout le temps.
mais faire un effort pour créer, il faut que ça soit utile, en tout cas pour soi. Voilà. Donc l'évolution, elle est venue naturellement, et je dirais autant utiliser une rationalité dans les modes de travail pour acquérir une sobriété, parce que la quantité est exponentielle. Donc il faudra remettre en question la quantité, obligatoirement. Et je préférerais qu'on parle de qualité avec des critères qui peuvent être très libres, hein, mais la qualité, voilà. Passer du temps à faire de la qualité, c'est pas obligé de faire la chapelle Sixtine, hein. Ça peut être quelque chose de léger, ça peut être quelque chose de personnel, ça peut être quelque chose d'intelligent, de rigolo, de cultivé, tout. Voilà, ça c'est mon choix. D'accord. Donc on voit que Eric, il a entamé sa transition au sein des Faits Spéciales, et il y a certains professionnels de notre industrie qui décident même de créer des entreprises pour soutenir directement la filière dans sa transition. Alors, Eduardo, toi qui es un réalisateur reconnu, pourquoi as-tu décidé de créer une start-up dédiée à la réduction de l'empreinte environnementale de notre industrie? Well, I had the chance of shooting in many countries, so I really felt that something was not going well regarding environmental issues. I had not an artistic, I have not an environmental background, but I was coming from an artistic basics, but I did feel that it was ridiculous, the amount of resources that were wasted when shooting. Hundreds of people traveling from one country to other in first class flights, many 5-star hotels, bookings, a lot of wasted food, a lot of energy, generators to feed the sets, whatever. I did feel that something was going wrong. Even when advertising for brands that were talking about sustainability, we were spending on wasting a lot of resources. So at the beginning, I tried to implement sustainability from other consultancies, but they were coming from other industries like an energy industry or whatever, didn't understand the cinema or advertising features, so they didn't adapt. They try, I don't know, maybe to change the scripts or whatever, or change the way the director of photography light the set, and it didn't work. So I joined a group of colleagues, directors of photography, producer, script writers, distributors. We found Chris, that is creative sustainability, to deliver a solution fitting the characteristic of the film industry, trying to preserve the art also, because somehow there was a fight between sustainability and art freedom. We need to take care of both at the same time. So, super intéressant en fait, Eduardo, donc de par son activité, de par les dizaines et dizaines de tournages qu'il a fait, il s'est rendu compte en fait que notre industrie consommait énormément, elle polluait énormément, et que donc en fait il a essayé de commencer à agir. Et lui, il s'est rendu compte qu'en fait, ce qui était vraiment important, c'est que à la fois d'arriver à concilier les enjeux artistiques et les enjeux de durabilité, et que seul un professionnel qui connaît vraiment le secteur et le cinéma est capable en fait de réussir ce grand équilibre-là, avec un grand succès comme on l'a vu, puisqu'il travaille notamment pour de très grandes plateformes comme Amazon ou Disney. D'accord. Donc là, on voit qu'avec Creist, Eduardo, il soutient opérationnellement la transition. C'est également le cas du CNC qui, au-delà de sa stratégie, a des ressources vraiment très opérationnelles pour les professionnels. Donc, Élodie, quelles sont les ressources déployées soutenues par le CNC qui sont utiles en fait pour la transition des studios ici présents? Tu veux que je répète ou... Alors, ouais, non, ça va.
Okay. Oh non, j'ai tout entendu. Merci beaucoup. En plus des études et des formations qu'on met à disposition, on a aussi un autre volet donc sur la structuration du secteur, c'est-à-dire donner un fil rouge pour que tout le monde puisse être embarqué et agir dans sa transition, c'est-à-dire avec la conditionnalité des aides qui a démarré depuis cette année pour les aides à la production concernant les fictions et les œuvres documentaires. Donc la prise de vue réelle pour l'instant, mais on va étendre cette conditionnalité qui consiste à un double bilan carbone déposé, c'est-à-dire un bilan carbone en phase prévisionnelle au moment du devis de production et un bilan carbone définitif au moment du coût définitif de l'œuvre. Ce principe-là va être étendu aux œuvres d'animation, jeux vidéo et potentiellement immersifs d'ici à 2025. Tout simplement avec la mise à disposition auprès des professionnels d'outils qui permettent de mesurer cette empreinte carbone. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaliser, se conformer à l'éco-conditionalité des aides, il faut réaliser son bilan carbone avec un outil homologué par le CNC. Donc en fait, on fait avancer cette conditionnalité en fonction des outils disponibles sur le marché afin que les professionnels puissent se mettre en ordre de marche. Le CNC ne déploie pas son propre outil. On considère qu'il est bien plus pertinent que les experts sachant sur le sujet qui travaillent déjà dessus puissent proposer ces outils-là et que le CNC utilise les outils déjà à disposition. Donc voilà pour la partie éco-conditionnalité pour les œuvres nativement numériques. Et on a aussi un autre chantier sur lequel on pourrait éventuellement penser qu'il s'étende aux œuvres nativement numériques. Et c'est un projet de référentiel, AFNOR-SPEC, ça s'appelle, un projet de référentiel de la production responsable. En gros, c'est pour répondre à la question comment on produit de manière responsable. Et donc le but, c'est de mettre autour de la table tous les représentants syndicaux des salariés et du patronat avec les experts historiques, Ecoprod et Sequoia. Là, on parle vraiment de la prise de vue réelle pour un premier exercice, pour un premier référentiel, afin de se mettre d'accord, donc trouver un consensus sur comment produire de manière responsable. Et là, on parle d'enjeux RSE en global, donc enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, il y a un volet numérique, notamment où Benoît est sur la partie énergie et mobilité, mais il y a aussi un volet et il y a aussi un volet numérique qui est très important dans ces réflexions-là. Donc on commence déjà par la prise de vue réelle et on va voir si on peut étendre ce chantier-là par la suite sur les œuvres numériques. Mais voilà, donc l'idée c'est de pouvoir vraiment aider à structurer le secteur pour que tout le monde se mette en ordre de marche de la même manière et donc être complémentaire avec toutes les initiatives qui sont portées par les professionnels. Donc on voit que le CNC va étendre au fur et à mesure les éco-conditionnalités vers d'autres secteurs comme le jeu vidéo. Donc le CNC outille en fait tous les professionnels de notre industrie pour qu'ils puissent arriver à faire cette transition. Mais il y a une question lancinante qui arrive. Donc on a vu à la première table ronde que on s'est rendu compte qu'en fait l'IA avait un impact environnemental. Mais est-ce que la transition, elle peut bénéficier en fait de l'IA? Donc, Johan, toi, qu'est-ce que tu penses en fait de la déclaration de Jeffrey Katzenberg? Donc, Jeffrey Katzenberg, c'est le président ou le CEO de DreamWorks, qui a dit qu'il y avait que l'IA allait permettre une diminution de 90% des coûts et potentiellement de l'impact environnemental pour l'animation 3D grâce à l'IA. Dans sa citation, je me souvenais pas qu'il ait parlé de l'impact environnemental. Ah oui, non mais on rajoute pour raccrocher les wagons, mais voilà. Non, en fait, dans sa prise de position, il y a quand même plutôt avant tout la question de la réduction des coûts et alors ça rattrape aussi moi une des premières expériences que j'ai eues en commençant à travailler sur le temps réel, alors pas sur l'IA, c'était tout de suite sur l'animation. Le premier sujet, c'est
combien j'économise et à quel point je peux réduire mes effectifs. Donc il y a un vrai sujet sur l'animation. J'ai l'impression qu'il y a ce fantasme de, il faut absolument, il y a toujours trop de monde qui fait de l'animation, alors que pour faire un film d'animation, il faut des animateurs. Donc c'est forcément, si on le compare à d'autres manières de faire du contenu, les effectifs sont toujours plus importants. Donc ça, c'est toujours ma première question. Je vais pas dire le nom, mais il y a un directeur de studio qui est venu me voir en me disant, mais Johan, on est bien d'accord, là, ton temps réel, ça va me permettre de passer de 200 à 20 personnes, c'est bien ça? Non. Donc effectivement, je pense qu'il y a ce sujet étrange de pourquoi, et même pour l'IA au fond, pour travailler sur des sujets d'IA depuis très très longtemps, je reste étonné de... pourquoi est-ce qu'on se focalise, et cette petite musique qu'il y a tout le temps sur se focaliser sur l'impact que ça a sur les métiers. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça réduit et ça met un écran de fumée sur plein d'autres choses. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit sur les IA, il y a des utilisations, il y a des intelligences artificielles qui sont ultra spécialisées sur des sujets, qui œuvrent déjà sur, pas la réduction des emplois, mais la réduction de l'impact carbone sur des productions, des choses toutes simples comme les outils de denoising, d'upscaling, qui sont aussi une autre manière de réduire les temps de calcul et les définitions, parce qu'effectivement, il y a le sujet de toujours faire des images de plus en plus définies pour des écrans où effectivement on ne voit pas forcément la différence. En tout cas, il y a des IA comme ça qui sont ultra spécialisées et je suis persuadé que certaines technologies vont permettre aussi d'être une partie de la réponse, même si je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est que la techno qui va l'amener. Au quotidien, on voit quand même. Et l'exemple, par exemple, juste de l'animation et des temps de rendu, pour moi, ça reste une absurdité aujourd'hui qu'on continue à produire en utilisant des render farms qui vont consommer. Voilà, j'ai vu qu'il y a Ariane qui est là-bas tout à l'heure, qui pourra peut-être. Bonjour Ariane, on parle de toi. Qui a fait des magnifiques simulations de chauffage de piscine avec Pixar. Et voilà, et il y a dans les usages, et ce que je trouve intéressant par rapport, si je fais un petit aparté avec ce que le CNC met en place et les calculateurs carbone, c'est que ça donne une bonne définition et un bon exemple à tout le monde de quoi on parle. Et c'est pas et sortir d'une question de oui, on va faire notre tri ou on va éteindre les ordinateurs, éteindre la lumière en partant, c'est beaucoup plus large que ça. Effectivement, c'est la mobilité des salariés, c'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on utilise, et je trouve que ça permet d'avoir un niveau de discussion et de pouvoir regarder poste par poste, élément par élément, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, quelles sont les options qu'on peut avoir, et les options technologiques, elles en font partie, mais c'est pas le Graal absolu. Donc, en fait, la technologie est une partie de la solution, c'est également une partie du problème, mais il y a bien d'autres choses qu'on peut faire à côté, donc au niveau organisationnel, au niveau stratégie. Et Eric, par exemple, toi, pour ton pipeline, il n'y a pas encore d'IA dans ton pipeline, je pense pas encore, mais toi, tu as trouvé des moyens pour optimiser, en fait, pour réduire l'empreinte en fait de tes œuvres. Oui, alors il y a Flavio Pérez qui est directeur aussi technique, qui pourrait être beaucoup plus précis. L'IA, enfin on en parle, mais elle n'est pas intégrée dans notre mode de fabrication ni de développement. Non. On travaille sur de la programmation et de la R&D au sein du studio, mais pour l'instant, je préfère pas me prononcer sur l'utilisation et l'efficience. Je vois bien qu'il y a des capacités, enfin, il faut rien s'interdire quelque part. Il y a un problème qui est posé, il va falloir l'intégrer effectivement pour pas se faire bouffer sur quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc il faut l'appréhender, voir quelles sont ses qualités et quelles sont ses errances. J'appelle ça plutôt des errances parce que il y a rien de vraiment, il faut pas mettre de morale là. Enfin, là, je m'inspire plutôt de l'observation de la nature qui m'anime aussi. Dans la nature, il n'y a pas de moralité. C'est pas immoral, c'est amoral. Donc nos problématiques, il faut sortir un petit peu d'une moralité, bien, mal, bon, mauvais, ça dépend comment on le regarde. En tout cas, les problèmes environnementaux existent et dans le pipeline, nous très tôt, le choix de l'outil est en fonction de l'idée qu'on souhaite porter. Donc il n'y a pas de fantasme non plus technologique. J'ai été formé à la technologie et j'étais formé à l'art. Il n'y a pas de fantasme dans la technologie, elle apporte des choses, mais aussi elle m'enlève des capacités. Donc le choix de la technologie en fonction du projet. Et ensuite, on fabrique une œuvre, on va penser aussi son mode de fabrication. Donc le pipeline au sein d'Effets Spécial tourne autour du logiciel libre Blender depuis le début, sans aucun
problème, sans aucun risque. Soyons pionniers, n'ayons pas peur de prendre des risques. Ça a été payant, et c'est pas seulement parce que ça coûte pas cher, c'est parce que justement il y a des avantages à travailler ensemble et à développer, pas réinventer la roue comme on dit de manière triviale, mais la roue existe, on l'emploie, on l'améliore, voilà. Donc le logiciel libre, je le réduis en disant ça, mais il y a d'autres capacités parce qu'il y a une communauté, donc il y a une optimisation aussi de la réflexion. Ensuite, on utilise soit un système numérique, soit on utilise des choses physiques en faisant des marionnettes en papier mâché, par exemple, avec des matériaux non polluants, avec du recyclage. Voilà, c'est une petite action qu'on peut faire sur certains projets, pas sur d'autres. En tout cas, je pense qu'à chaque fois, il faut mesurer voilà, où je mets le curseur pour se dire, OK, je vais obligatoirement polluer, je vais obligatoirement détruire quelque chose quelque part. Mais essayons déjà de réduire cette destruction, en être conscient, et ensuite après on améliore petit à petit parce qu'on a attaqué le problème par tous les côtés, technologique, artistique, philosophique, politique. On a parlé beaucoup de science, oui, science, mais aussi l'art, la pensée, la philosophie, elle n'est pas scientifique, elle est émotionnelle, et on doit aussi, en tant qu'animaux, réagir à des choses, quoi. Ça dépasse, ça sort du sujet. Donc, on voit qu'il existe des marges de manœuvre en fait physiques, des marges de manœuvre émotionnelles, philosophiques en fait pour atténuer l'empreinte des pipelines traditionnels. Et donc là, on va revenir un petit peu sur le côté technologique. Est-ce qu'une IA spécialisée comme celle de Creast peut avoir un effet disruptif sur l'atténuation? Voilà. Donc est-ce que l'IA peut être une solution? Donc, Eduardo, est-ce que tu peux nous décrire le principe de fonctionnement de ton outil, de ta plateforme? Yeah, we are using artificial intelligence for predicting the carbon footprint, the impact of the film productions or events or commercials. Because we got to realize that this is an industry, the entertainment industry, that once the projects have started, you cannot change anything. So you need to forecast what is going to happen in order to reduce the emissions before starting. You cannot do that on the run. So we are using that for predicting. I mean, we are training robots. Let me put it in this word. We are training robots to be able to read scripts, budgets, and other documents, and comparing that to thousands of calculations of carbon footprint. They learn what does the word rain in a script means in environmental terms. That way you can predict and you can detect opportunities of improvement. Okay, and as director, I'm using also artificial intelligence for preparing my shootings, because we realize that it's also less harming to the environment. I remember one example where I needed to make a costume for a monkey, a big monkey, a gorilla, having a beer in a bar like a human, and I use artificial intelligence with Midjourney to do that. And as my partners in the company are producer or whatever, we got to budget the very same picture in terms of money, time, and environmental impact. And we saved 95% of the carbon footprint by doing that with artificial intelligence. Okay, I mean, we use that to prepare artistically. Then we shoot it with real people, whatever. But it also helps. So, I mean, it's a tool that we need to use properly. It's like if I tell you a plane is bad. Okay, it's bad if you take it to buy the bread, but it allows you to go to America in a few hours. It depends on the use you make, and you can even fuel that with biofuel, and you can reduce whatever. So artificial intelligence is a tool that, well used, can allow us to improve the planet a lot. I'm sure of that. Okay, so
Donc l'outil d'Eduardo, il est extrêmement sophistiqué parce qu'en fait, il est capable de détecter à partir du script en fait quels vont être les coûts pour le budget, les coûts environnementaux. Donc c'est extrêmement sophistiqué et il nous donne un premier résultat de moins 95% en fait d'émissions et d'empreintes environnementales. Eduardo, quel est toi en résultat que tu as obtenu en travaillant pour Las Goyas ou pour le Festival de Saint-Sébastien ou pour les plateformes comme Disney, en général, quel est le résultat moyen de décarbonation, décarbonisation que tu arrives à obtenir grâce à ton outil, en fait, en moyenne? Well, we actually predict what is going to happen, as I said, with the experience of other editions of Los Goya or San Sebastián International Film Festival or film productions, movie productions. We get to reduce progressively the environmental impact. For instance, one sample, the San Sebastián International Film Festival is almost 200,000 people event, you know. So it's a huge carbon footprint, but we have the goal to reduce in 5 years 50% of the carbon footprint. That's the goal. Okay. We are getting there step by step. Okay. So it's your target. Okay. And for production for a movie, you said you can set a target of 50% for an event, but for a movie, what is the average mitigation you can display for us today? Yeah, we discover, I mean, at this point that we feel that we are at the very beginning of the environmental, sustainable transition, let's say, just with minimum good practices, detecting the opportunities of improvement, is super easy, reducing more than 25% the carbon footprint at the end. But we got to reduce up to 50% with a big effort. Ok, so, donc vraiment cet outil est très très encourageant. Tout à l'heure, le directeur du studio de Montpellier nous parlait de 15% de réduction d'électricité, et voilà. Et la solution d'Eduardo arrive à 25% avec une target, une cible à 50%. Donc c'est très très impressionnant. Donc en fait, je ne sais pas encore si l'IA est déjà dans la réflexion du CNC, probablement. Et il y a un levier qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la formation en fait. Voilà, donc toi, Joanne, en tant que pédagogue, comment envisages-tu l'enseignement de la transition pour les formations des filières des ICC? Et je salue les étudiants de Paul Valéry qui sont là aujourd'hui en master de création digitale. Voilà. Donc, toi, comment tu envisages en fait cet enseignement? Alors, envisage, c'est pas trop. Alors, l'action que le CNC met en place pour les écoles, ça va vraiment dans le bon sens. Alors maintenant, j'aimerais bien voir beaucoup plus d'écoles que juste Isart, Rubica et Gobelin le mettre en place. Alors moi, de mon expérience, j'ai dirigé deux écoles d'art appliqué où on formait les étudiants aux effets spéciaux, aux jeux vidéo et animation, et ça, pendant un peu plus de 7 ans, et j'ai vraiment vu un changement chez les étudiants. Alors, pas forcément de prise de conscience, mais en tout cas de volonté. Alors, il y a un développement un peu de l'éco-anxiété ces dernières années non seulement je dois payer pour mes études, et en plus je vais travailler dans une industrie qui pollue, et d'avoir un niveau de stress qui augmente, et surtout qui, pour moi, est lié en partie avec il y a un travail à faire avec les étudiants qui, pour moi, qui n'est pas tant un travail de fond, mais un peu comme l'outil du CNC, qui est de bien mettre de manière visible quels sont les différents leviers, quelles sont les conséquences de chacune des actions de l'organisation de nos industries, et de pouvoir voir, eux, quels sont les leviers qu'ils peuvent avoir à travers leurs études et après. Mais ce que je trouve compliqué pour les étudiants aujourd'hui, c'est le gap qu'il y a entre eux et la génération de leurs enseignants.
et voire pire, de la génération de ceux qui ont conçu leurs écoles. Et je l'ai vu quand même assez régulièrement, d'avoir des projets étudiants où ils commencent eux-mêmes à réfléchir à quelle est la consommation que ça va avoir de faire leur film, des conséquences de leur jeu. Alors, il y a toujours un truc que les étudiants ne voient pas, c'est ils sont ultra concernés dans les thèmes de leurs films, dans les termes des jeux, mais ils vont quand même streamer sur YouTube la musique qu'ils sont en train d'écouter sur leur deuxième écran. Donc c'est toujours le petit sujet où bien voir qu'est-ce qu'ils consomment quoi. Et voilà, il y a des choses qu'on voit pas forcément, mais par contre qui dans leur quotidien sont dans des écoles qui n'ont pas du tout été pensées pour en termes d'économie d'énergie, dans des enseignants et des intervenants qui viennent de l'autre bout de la France pour donner un cours, qui sont venus en avion parce qu'on n'en avait pas trop d'autres. C'est des petites choses comme ça d'incohérence qui au quotidien, et effectivement d'avoir souvent, moi je l'ai vécu en tant que directeur d'école, quand on commence à discuter avec les enseignants, ça se résume très vite à uniquement une question de est-ce que vous allez nous enlever nos tasses à café, enfin on remplace les tasses les mugs en plastique ou en carton par des mugs, et de le voir comme étant juste une manière pour les directions de faire des économies, ou de réduire uniquement la question à on va mettre en place du tri sélectif dans les classes, mais c'est pas possible, ça prend de la place, c'est compliqué, ça pue parce que les étudiants ils savent pas jeter les poubelles. Enfin, ça se résume souvent à ce genre de choses. Et donc, je pense qu'il y a des actions à mettre en place, comme le fait le CNC, mais il y a un énorme accompagnement aussi pour les équipes pédagogiques, de sortir aussi d'idées préconçues en fait, on peut, à part des petites optimisations, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a des énormes champs. Et pour moi, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une conscience de déjà savoir quel est l'impact que ça a, de manière un peu plus précise. J'ai pas d'illusion sur le fait que ça continue à être dans des industries qui auront des conséquences. Mais voilà. Donc pour moi, le focus, il y a un accompagnement pour les étudiants et pour les rassurer aussi sur le fait que voilà, tout n'est pas perdu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en place, mais par contre, il y a un énorme accompagnement sur les équipes pédagogiques et les équipes dirigeantes des écoles aussi. D'accord. Donc on voit que la formation, c'est un levier essentiel. Et comme on disait dès le départ, en fait, la sensibilisation précède l'action, et c'est beaucoup la formation qui va nous aider à atteindre ces objectifs de décarbonation, d'atténuation. Et donc, au-delà de cette formation, en fait, les ICC, l'animation en particulier, est-ce qu'elles peuvent être un vecteur de sensibilisation? Et donc là, je me tourne vers toi, Eric, parce que tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. Est-ce que pour toi, l'animation, ça peut contribuer par ses récits à cette transition, à la valoriser, en fait, et ne pas avoir peur parce qu'on doit trier nos poubelles, en fait. Voilà. Oui. Il y a plusieurs choses qui se mélangent. Je pense que l'attitude individuelle, toutes les pistes qui sont faites vont dans le bon sens, il faut les appliquer, puisque le gaspillage, être rationnel, c'est prendre le temps de réfléchir avant d'agir, et d'agir le mieux. Le temps, grâce, on va dire, ou à cause de nos chaînes de fabrication qui accélèrent la production, est un problème. Il faut ralentir cette fabrication à l'aune de la réflexion. Cette réflexion, elle coûte c'est pas polluant, à part un petit peu, mais je trouve ça beaucoup plus efficace. Et donc c'est rationnel, et en tant que aussi co-gérant d'une entreprise, il faut être rationnel. Ça lutte un petit peu contre l'esprit de création, de faire des choses, voilà. Mais faire un film ou une œuvre, un jeu, il faut être un peu rationnel au début, et ensuite après on prend du plaisir à créer en ayant amélioré son process. Et l'animation, par son caractère imaginaire, graphique, c'est un vecteur de sensibilisation extraordinaire. En tant qu'art populaire aussi, ça touche toutes les couches de la société et tous les âges. J'ai eu la chance, peut-être le choix, d'aborder certains sujets qui m'ont fait progresser. En faisant un film sur des préoccupations environnementales, on acquiert une connaissance, on acquiert une curiosité et on acquiert une humilité. Il y a des solutions autour de nous, dans la nature.
sauvages ou domestiques. Il faut s'inspirer aussi de cette observation, parce qu'il y a dans la nature, il n'y a pas de production infinie. Il y a obligatoirement des facteurs d'ajustement, et c'est ce qui se passe, hein, pour moi. Enfin, c'est une analyse, hein, mais... Donc je pense que l'animation, par les sujets qu'elle peut traiter, en tout cas peut faire passer des connaissances, une sensibilisation émotionnelle, mais aussi des réalités physiques, biologiques. Et j'ai eu la chance avec Luc Jacquet de découvrir ce qu'était qu'un arbre, mais les arbres, on les voit sans les voir. Je ne m'étais jamais posé la question avant 2015. Or, j'aime regarder les arbres. Mais ça va au-delà, c'est pas un paysage, c'est des êtres vivants, quoi. Donc, on parle beaucoup d'écologie numérique, mais pour moi, c'est un glissement quelque part. Il faut parler d'écologie et après, le numérique s'inscrit là-dedans, quoi. Parce qu'autrement, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens s'il n'y a pas un retour à des préoccupations environnementales. Il faut l'associer. On a trop coupé dans nos structures de studio, on est urbain à 100%. Mais si on va aussi urbaniser un espace naturel, c'est d'autres problèmes. Voilà, moi j'appelle ça les esclaves énergétiques. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des cognitions qui appellent ça comme ça. On a des esclaves qui tournent et qui fabriquent pour nous, quoi. Bon, ben voilà, c'est des questions environnementales, numériques, mais il ne faut pas oublier la périphérie extérieure, et l'animation nous permet de faire des ponts. Est-ce que tu peux nous donner d'exemples en fait d'œuvres réalisées par l'effet spécial qui illustrent en fait cette prise en compte du vivant en fait et la mise en distanciation en fait qui permet d'être plus d'aider à la sensibilisation comme Shaman par exemple ou La vie des sols? Voilà, il y a plusieurs projets. Alors je parlerai du premier Antarctica avec toujours Luc Jacquet et Wild Touch. Grâce au calculateur de Carnot, on a pu essayer une fabrication dans le cloud d'images de rendu. Bon, ça crée des problèmes, on va dire, d'industrie, mais on traitait d'un sujet, voilà, l'Antarctique. On s'est dit, mais réchauffement, nos chaleurs, des ingénieurs et des pionniers apportent un système qui est totalement, à mon avis, efficace et très intelligent. Employons ça, intégrons-le. Mais ça pose des problèmes, moi, en tant que, on va dire, réalisateur et entrepreneur, parce que voilà, le profil de ces machines intégrées dans notre pipeline, il faut être très souple. Pour moi, ça, c'était la première expérience concrète. Ensuite, après, qu'est-ce que voilà, je peux apporter aux scientifiques avec Shaman, qui est un outil ultra scientifique de suivi de population, des dynamiques de population des chevaux sauvages. Ils ont besoin d'une valorisation esthétique de leurs outils pour que les rangers en Mongolie ils comprennent comme les biologistes sur le terrain dans les Cosméjans, dans les Cévennes. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut aussi en tant qu'artiste investir. Ensuite, la vie des sols, les sols, on marche dessus, on ne sait pas ce que c'est. Donc des questions simples, hein. Mais passons du temps avec nos outils à fabriquer des modules en réalité augmentée. Alors c'est énergivore, mais on peut utiliser du matériel de seconde main, on peut optimiser les systèmes informatiques pour que ça tourne rapidement et que les téléchargements soient purs. Voilà. Tout ça, ça nécessite une réflexion, mais on a quand même une partie du modèle économique de la société qui est basée sur cette démarche. Un tiers. Et c'est toujours remis en question pour des raisons économiques. C'est jamais remis en question pour des limites techniques, ni une philosophie à améliorer le process. C'est les modèles économiques pour le faire, ça parle culture ou, enfin, je caricature un peu, mais c'est la réalité, ou nature, il y a moins d'argent. Donc comment on fait avec moins d'argent? Comment on fait avec moins d'énergie? À nous de trouver, mais mettons plus de moyens dans les choses qui soient là aussi plus utiles. D'accord. Donc il y a une réelle difficulté à financer des projets qui parlent de nouveaux récits, qui parlent du vivant, de la nature. Et donc Élodie, est-ce que le CNC, donc on voit là, il est vraiment sur la chaîne de fabrication, en fait les mesures sont sur la chaîne de fabrication. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le CNC aussi essaie de prévoir un éco-bonus pour le type d'œuvres en fait qui ont des récits qui contribuent à la transition? Est-ce que ça serait imaginable un jour? Alors vraiment, on parlait sur l'édito, c'est ça? Oui, vraiment sur les nouveaux récits, sur la partie contenu, comme ce que fait Eric en fait sur La vie du sol ou
voilà, sur par exemple sur un arbre, etc., sur les bénéfices de la sensibilisation. Est-ce que le CNC pourrait concilier le fond et la forme, et donc prévoir également un soutien pour l'aspect nouveau récit, parce que c'est dur à financer? Non, tout simplement parce que c'est la frontière que le CNC ne dépasse pas, c'est-à-dire l'intervention sur le fond de la création, donc l'édito. Nous, on intervient vraiment sur les moyens de production, mais pas sur justement le récit. D'accord, ok. Bon, désolé Eric, mais, mais le CNC fait déjà énormément. Voilà. Je réagis juste, c'est très bien parce que justement, il nous faut faire attention à notre liberté. D'accord. Et la frontière qui est là, subvention d'État aussi, il faut faire attention à ne pas orienter la création. Et c'est pour ça que c'est des nouveaux moyens aussi de fabrication, mais c'est des nouveaux moyens de financement. C'est peut-être aussi un tissu industriel et financier qu'il faut bâtir, et puis peut-être une appétence du public aussi, une culture qu'il faut acquérir. Donc Christian, dans la première table ronde, parlait de fonds verts, donc on peut imaginer bientôt des financeurs du cinéma qui financeront exclusivement en fait du contenu vert. On espère. Voilà. Donc on va terminer cette table ronde avec notre invité qui vient d'Andalousie, de Cadix, Eduardo. Quelle est ta vision de la transition de l'audiovisuel à l'horizon 2030? Well, I'm optimistic actually. I remember just 2 years ago, nobody was talking even about sustainability in the entertainment sector. So in just 2 years, we advanced a lot. So for 2030, I think we are reaching big goals. I am trying to persuade also European Union to invest on cinema and animation and found culture, because we realize that is more effective, efficient, environmentally talking, than other entertainment options for the people. So it would be good. I'm most optimistic for 2030. Ok, donc ce que nous dit Eduardo, c'est qu'en fait, donc il essaie de, bon, il est vraiment en lien avec la Commission européenne. En fait, voilà, il est extrêmement humble, mais en fait, voilà, Eduardo, c'est quand même un des leaders de l'IA pour l'environnement en Europe et même à l'international. Et donc, en fait, il essaie de pousser la Commission européenne à justement à surinvestir en fait dans le cinéma et voir le jeu vidéo, parce que globalement ça a un impact beaucoup plus faible en fait que les événements physiques en fait. Parce que les événements physiques, comme les concerts, etc., ben, vous êtes obligé de vous déplacer, et donc ça va avoir une empreinte carbone beaucoup plus importante. Donc en préambule en fait de cette table ronde, on disait que maintenant chaque activité, projet ou secteur allait être évalué à l'aune de ses impacts versus son utilité. Ben, on risque d'y arriver dans les prochaines années. Voilà. Donc ben, tout n'est pas perdu. Voilà, nous sommes encore vivants. L'industrie est encore vivante. Elle est toujours aussi c'est dynamique, composée de profils différents. Et en fait, cette transition, c'est un moyen de la refonder, de la réinventer. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous, et Elodie aussi, est-ce que vous souhaitez dire un mot de fin, une conclusion de la table ronde? Je vais juste rebondir sur le sujet européen. Il n'y a pas que le CNC. Ce qu'on voit, en tout cas, sur l'enjeu environnemental de nos industries, en tout cas au niveau européen, tous les pays travaillent sur des sujets assez similaires et tout est interconnecté. Donc, effectivement, pour moi, l'important, c'est comment est-ce qu'on continue à travailler ensemble au niveau européen. On est dans une industrie qui est à la fois globale et à la fois à notre niveau sur notre continent. Il y a des enjeux énormes. Et moi, je suis plutôt, quand tu dis on est encore vivant, je trouve qu'on est dans une période qui est plutôt super excitante et vraiment intéressante. Carrément. Même s'il y a des nuages un peu partout, il y a une dynamique qu'on n'a jamais eue depuis le début. Donc. Ouais, juste pour rajouter aussi,
effectivement, le constat est très dur. Le constat est dur, mais je dirais que c'est une chance pour nous. Il ne faut jamais dire que c'est la dernière chance, il y en aura peut-être, mais c'est le moment, en tout cas. Je pense que l'objectif devant nous est plutôt positif aussi, si ça se transforme en acte. On a je crois, vu que la difficulté est importante, ça réveille aussi une certaine pugnacité à essayer de résoudre ces problèmes. Donc effectivement, il ne faut pas être pessimiste parce qu'autrement on ne fait rien. Donc il faut être lucide et rationnel là aussi. C'est pas une fantaisie, c'est une réalité. La destruction des milieux est à côté, je dirais, notre problème là, il est en 3e position. La première position, c'est la destruction des milieux. La déforestation en est un, mais de tous les milieux. C'est le problème carbone, il commence dans ça. Ensuite, c'est la destruction des sols. Et c'est des quantités phénoménales. Nous, notre action, si on arrive déjà à résoudre ce problème-là, c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est des problèmes humains qu'on peut résoudre. Les autres problèmes qu'on a alimentés, là, on va avoir peut-être plus de mal, parce que ça appartient à la grosse industrie et à l'agriculture. Je dirais c'est les deux champs professionnels qui sont extrêmement polluants. Donc nous, notre action, donnons l'exemple, je dirais grâce au CNC, mais grâce aussi à la prise de conscience. Le message, il faut qu'il soit positif, autrement on n'a pas la force de l'affronter. Et ensuite, dans nos process, mettons-y de la bonne intelligence. Voilà, nos machines, quand il y en a beaucoup, c'est un vrai problème. On fait comment pour organiser tout ça? Les concerts dans le monde, on fait comment pour organiser tout ça? Par contre, supprimons pas les concerts. Supprimons des camions sur la route, supprimons peut-être un mode industriel qui nous permettrait d'avoir des concerts. Autrement, on va avoir des problèmes. Mais là, justement, en fait, les concerts sont diffusés dans les salles de cinéma. Donc, en fait, c'est peut-être une solution. Au support aussi. Voilà. Et là, la distance, on l'a franchie grâce à Internet aussi. C'est des choses positives. Élodie, tu as envie de dire un mot de conclusion ou au nom du CNC? Nous, côté CNC, on est une équipe très investie sur justement l'accompagnement au changement, et toutes les directions justement sont embarquées avec le président pour pouvoir agir en ce sens. La volonté du CNC, c'est surtout de faire en sorte que les professionnels ne subissent pas les effets du changement climatique, et donc pouvoir être acteurs du changement maintenant. Alors ça passe par l'information. Déjà, être bien informé, c'est comprendre l'origine du problème, se poser les bonnes questions, et ensuite savoir comment on va agir. Et ça, c'est une grande question sur laquelle justement on souhaite être vraiment un fort accompagnement. Donc l'être humain n'aime pas le changement, mais là il faut clairement s'adapter si on veut continuer à créer, et on est vraiment très mobilisés sur le sujet. Donc si vous avez des questions, même encore après cette table ronde, n'hésitez pas. Je suis le point central d'entrée pour pouvoir répondre à tous les sujets. Alors, je crois que c'est la baseline de la table ronde. Il faut s'adapter pour pouvoir continuer à créer. Bravo, bravo Élodie. Tu vois, tu peux déposer un copyright, c'est un grand avenir cette baseline. Je voulais remercier notre intervenante et nos 3 autres intervenants. Alors, on va passer maintenant au Q&A. Est-ce que vous avez des questions? Pas trop difficiles, s'il vous plaît. Et voilà, donc on est à votre disposition. Bonjour, merci pour la conférence. C'est juste une petite question pratique. Je voulais savoir comment vous contactez Élodie au sujet des sujets d'aujourd'hui. Si vous avez un mail, quelque chose pratique. Alors mon mail, c'est elodie.raspail@cnc.fr. Mais sinon, vous pouvez nous contacter directement sur... on a une page dédiée sur le site internet du CNC qui s'appelle Le Plan Action. Okay. Et on a une adresse générique qui est écoconditionnalité@cnc.fr. Donc on a plusieurs moyens d'entrée. Ok, merci beaucoup. Ne soyez pas timide. C'était limpide.
Merci. On va croire que ça vous a pas intéressé. D'accord. Non, au contraire. On est vexés, hein. Ils sont en train de Très, très, réfléchir très vexés, justement hein. à toutes Élodie ces est informations. vexée aussi, hein. Voilà. Non, pas de questions. Non. Alors peut-être le temps qu'une question vous vienne à l'esprit, on va demander à Franca comment elle a entendu, interprété les échanges de cette table ronde. Si on peut voir le dessin de Franca. Quel suspense. Pierre, au secours. Vous avez faim. Lucas, hein, au secours. Est-ce qu'on peut voir ce Eduardo et dessin moi ou avec pas? des cheveux, hein, j'espère, hein, sur le dessin. Voilà. Bon. Je profite juste du silence. Ouais. Je pense à quelque chose. Profite-en. Il y aurait intérêt à travailler avec des linguistes aussi. On n'a pas parlé de la manière de communiquer. On a dit beaucoup de mots et certains mots ne sont pas adéquats, je pense, pour pouvoir parler de ces sujets. Trop techniques, trop gestionnaires. Ça vaudrait le coup, voilà, pour une prochaine discussion, la question de la linguistique, des termes employés. Le dessin est apparu. Merci Eric de la prise de parole. Franca, explique-nous. Alors, on a entendu plein de choses. Oui, on a entendu plein de choses hyper positives, hyper motivantes. J'ai vu plusieurs, voilà, dans tout ce que vous avez dit, j'ai vu plusieurs aspects. Vous vous êtes interrogé sur, évidemment, la question principale, c'était comment réduire l'empreinte carbone. Donc, avec la participation d'Eduardo Vietes qui nous a montré son outil et les 25% d'impact environnemental qu'il arrive à réduire avec l'objectif d'obtenir 50%, et le point de départ, son point de départ qui était le Creative Sustainability, et finalement c'est là où on est arrivé. Il faut savoir s'adapter pour créer l'équilibre entre les deux. La question qu'on s'est posée de savoir, en fait, est-ce que la technologie, notamment la production virtuelle, ça pouvait être une solution pour répondre à cette question. Alors, d'une part, probablement oui, un petit peu. Il y a des solutions qui sont intéressantes et il y a plusieurs qui nous ont été présentées. Et en même temps, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas avoir de fantasme technologique. C'est pas la solution à tout. Eric Serre nous a rappelé que l'humain, qu'on devait rester centré sur l'humain avec les thématiques, la vie des sols qu'il avait pu nous exposer. Et Élodie nous a présenté un petit peu les plans, enfin le plan d'action, mais toutes les dispositifs qui sont là pour aider à structurer le secteur, donc notamment la formation initiale avec ce module de 3 heures sur le module de la fresque, accessible à tous et gratuit, enfin toutes les écoles qui le souhaitent est gratuit, et le plan d'action qui est en cours. Et le dispositif qui est là à destination des créateurs de contenu avec le double bilan carbone, donc en amont et en aval. Voilà, et en gardant enfin à l'idée que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut s'adapter pour pouvoir continuer à créer. Merci. Merci Franca. On peut applaudir Franca aussi. Merci aux intervenants à cette table ronde. Le sujet est loin d'être fini. Il y aura d'autres occasions d'en parler tous ensemble. Pour l'instant, c'est l'heure de la pause déjeuner. Je vous invite à revenir à 14h pour une table ronde autour de la notion de convergence. À tout à l'heure. Merci beaucoup.